Bonjour. La contention des carnivores domestiques. Contention du chien, gestuelle et rituelle. Nous avons décrit dans les moindres détails la manière de mettre un chien sur une table de toilettage en nous adaptant en permanence à ses caractéristiques comportementales. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que tous vous auriez intérêt à écouter cet entretien. Construction gestuelle. Le raisonnement que nous venons de suivre doit ainsi s'appliquer à l'ensemble des gestes de la contention. Le chien sur notre table, par exemple, supposons que nous voulions lui prendre une patte. Le maladroit dirige sa main vers le membre sans précaution. Le chien ne comprend pas ce qu'il prend pour une agression, il se met en défense, le conflit commence. Le technicien prend le soin de s'inscrire dans la logique du chien. Il faut d'abord entrer dans l'espace privé de l'animal. Nous en connaissons désormais le passage, la laisse de toilettage. La suite est connue, ou se devine. De la laisse, nous glissons vers la nuque, que nous massons légèrement. Le chien se rassure. Puis, sans quitter le contact avec le corps de l'animal, la main glisse, ferme mais sans raideur, vers le bas du membre. Non seulement le chien prévenu ne se défend plus, mais au contraire, dans 9 cas sur 10, il collabore. Sa patte, il nous la donne. Supposons que nous ayons pris cette patte pour en tondre par exemple l'extrémité ou le dessous, ou pour n'importe quelle autre raison dans le cas d'un programme d'éducation. Nous continuerons de toujours progresser selon la même logique. La seule façon de faire désormais est de fixer notre main contre la table ou contre notre hanche, de telle sorte qu'elle donne le sentiment à l'animal qu'aucune force au monde ne saurait la faire bouger. Les jeunes pur-sang, dans les écuries de course, ont comme de la fureur au bord de leurs sabots. Un rien les éveille, un rien les anime. Tout peut leur devenir prétexte aux mouvements les plus furieux. Pourtant, tous les vieux palefreniers le savent. Un incident mineur les guette, qui peut les tuer en quelques heures. Inexpérimenté, le poulain voudra tôt ou tard s'ébrouer dans la paille de son box. Il se roulera sur le dos, voudra se redresser d'un côté ou de l'autre. Inévitablement, un jour ou l'autre, il se retournera du mauvais côté et se retrouvera coincé contre le mur de son box. Et là, l'incroyable se produit. Notre fiévreux de tantôt, après quelques mouvements maladroits, ressentant rapidement l'inutilité de son effort, semble comme se désespérer. En quelques instants, plus d'effort, plus de lutte, l'animal semble comme se résigner, se livrer passivement à un destin qui le dépasse. Or, aucun équidé ne peut demeurer longtemps ainsi sur le dos. Les heures lui sont comptées. Le sang va gagner le cerveau, et sans intervention extérieure, la mort est certaine. On dirait que l'animal le sait, mais que vaincu par une force qui le dépasse, il s'y résout passivement. Immobilisez le membre du chien le plus récalcitrant. Si vous savez réellement donner le sentiment que vous êtes rigoureusement inébranlable, et si vous disposez en outre de suffisamment de confiance en vous, après quelques instants très brefs de lutte plus ou moins marquée, vous sentirez chez votre partenaire comme une sorte de détente. Se sentant irrémédiablement dominé, désespéré comme le poulain contre son mur, il abandonne toute velléité de lutte et vous laisse travailler dans le plus grand calme. Mais comment immobiliser la patte de notre partenaire ? Eh bien, sachez-le, il s'agit de prises, comparables à des prises de judo, sans la notion de combat, bien entendu. C'est ainsi qu'il existe pour immobiliser chaque patte, non pas une prise, mais 8, avec quelques variantes, soit en tout 32 positions. Il en existe 8, mais pourquoi ne pas se contenter d'en maîtriser une seule pour chaque membre ? C'est que vous n'aurez que rarement le choix. D'abord, il faut distinguer si vous voulez travailler le dessus ou le dessous du membre. Puis la taille du chien, ses réactions, ses réticences, ses défenses. En fait, vous allez vous apercevoir rapidement qu'il n'existe souvent qu'une seule solution pour chaque situation, et que la seule chance de trouver celle qui conviendra aujourd'hui pour ce sujet est de les connaître toutes et de pouvoir choisir. Notre ouvrage, Le toilettage au bout des gestes et les cours qui lui sont liés, décrit par le détail l'ensemble des techniques de contention applicables en toilettage. Mais gardez à l'esprit que chacun des gestes de la contention doit se réfléchir comme nous venons de vous l'indiquer dans les exemples précédents. Alors, mais alors seulement, la conduite de la relation avec votre partenaire animal
deviendra pour vous non plus une recherche de domination, mais plutôt celle d'un vrai partenariat. Il s'agit alors d'un art, une véritable expression artistique de la relation extraspécifique, source des plus grandes satisfactions que puisse éprouver un professionnel. Plus loin encore, gestuelle et rituel. La gestuelle, nous l'avons dit, pour créer une relation de qualité. Et pourtant, si nous nous arrêtions là, nous passerions à côté de l'essentiel. Vous le savez sans doute, ou vous devrez l'apprendre, les relations entre les animaux sont entièrement régies par des codes de conduite, scrupuleusement respectés par tous les membres d'une même espèce. Ces codes comprennent des postures, des mimiques faciales, des expressions sonores, des comportements. Ils sont tellement systématiques que l'on a coutume pour les décrire de parler de rituels. Inné, acquis, la vérité est sans doute une alchimie des deux. L'animal ne peut en quelque sorte apprendre que ce qu'il sait déjà, quelque part en lui-même. Mais ce savoir intrinsèque ne trouvera sans doute jamais son expression s'il n'est pas éduqué, travaillé, à un moment propice du développement. Pour le chien, on le sait, l'essentiel est acquis pendant la période dite de socialisation, c'est-à-dire avant ses 12 semaines. Un chien séparé trop tôt de son espèce manquera donc cette partie essentielle de sa formation et se montrera ensuite toute sa vie incapable de quelque relation que ce soit avec les autres chiens. Tout se passera comme s'ils n'avaient pas appris leur langue. De tels chiens poseront d'ailleurs de sérieux problèmes à leurs propriétaires. Mais ceci est une autre histoire. La notion de rituel est fondamentale pour comprendre les règles de fonctionnement des espèces. Quand l'animal ne peut se rattacher à ces rituels, il éprouve un profond sentiment de détresse, voire de panique. Chez le chien, on parle alors d'anxiété de déritualisation. Point n'est besoin de longues démonstrations pour vous persuader qu'un chien ou un chat qui se trouve soudain comme projeté dans un salon de toilettage ou une pension se trouve confronté à une situation qui réunit toutes les conditions d'une intense déritualisation. La gestuelle, quand elle est conduite de manière professionnelle et intelligente, conduit à s'inscrire dans un processus rituel accessible et compréhensible à l'animal. Il ne s'agit en réalité pas d'autre chose. Nous nous référerons à l'inné, essayant de comprendre le mode de fonctionnement de notre partenaire, nous adapterons nos gestes et nos comportements pour les rendre à la fois compréhensibles et rassurants. Mais nous irons plus loin, construisant l'acquis, répétant avec rigueur les mêmes gestes et les mêmes comportements. Nous conforterons avec nos partenaires une relation toujours plus ritualisée. Notre récompense sera une relation plus facile, nous voudrions dire plus fluide, relation qui nous procurera une satisfaction conduisant bien au-delà du seul sentiment de facilitation de notre travail quotidien. Prise en main du chien. De ce qui précède, on peut déduire nombre d'autres comportements, nombre de gestuels à adopter dans nombre de situations. Supposons qu'on veuille vous confier un chien que vous ne connaissez pas. Prendre la laisse des mains d'un propriétaire et partir avec son chien, sans y mettre quelque cérémonial que ce soit, ne sera pas, vous vous en doutez, la meilleure manière de gagner la confiance ou au moins mériter le respect de l'animal. Il faudra tout de même y mettre un peu de bonne manière. Mais vous devinez désormais comment vous allez procéder. Aussitôt la laisse dans votre main, une petite traction brève, si brève qu'elle en reste presque invisible pour le maître et pour tout non-professionnel, et qui est une façon amicale mais ferme de dire au chien « Ne t'inquiète pas, tu dois me faire confiance, désormais je m'occupe de tout, je prends la situation en main. » Après avoir observé que le chien a bien reçu le message, on recommencerait la traction dans le cas contraire, tout en gardant une très légère tension de la laisse, on descend sur les genoux, tandis que la main libre en position ouverte vient courir le long de la laisse en direction de la nuque. Si le chien se laisse faire, on masse alors doucement mais non moins fermement cette nuque au moins quelques instants. Si le contact de la nuque est refusé, inutile d'insister. On passe directement à l'étape suivante, qui est de s'assurer de la qualité du maintien procuré par la laisse et le collier du client. Mon conseil, ne faites jamais confiance au matériel d'un client. Le plus sage est de passer autour du cou votre propre matériel, une laisse de toilettage pour un toiletteur, un collier et une laisse dont vous serez sûr dans les autres cas. Attention,
Il peut très bien se produire que vous n'arriviez pas à établir un contact assez confiant pour installer votre matériel personnel. À ce stade, ce serait une erreur d'insister. Demandez au propriétaire d'agir pour vous. C'est que vous allez le découvrir, le secret de la réussite dans une relation avec un animal est de s'organiser pour ne jamais se trouver en situation d'échec. C'est affaire de maîtrise, de réflexion, et pourquoi ne pas l'avouer, d'expérience. Tenir la tête d'un chien. Que vous soyez toiletteur, éducateur ou encore handler, vous devez absolument apprendre à tenir la tête d'un chien. Décrivons tout d'abord la manière de procéder, nous la discuterons ensuite. La manière la plus simple est de profiter de la souplesse de la peau dans la région des joues et du dessous des mandibules. On vient saisir à pleine paume, seulement d'une seule main et donc d'un seul côté de la tête, ce repli cutané. En général, le pouce et la paume viennent contrôler le dessus de la mandibule, tandis que les autres doigts agissent en dessous de celle-ci. Il ne faut pas hésiter à pincer assez fermement afin de dissuader par avance toute tentative de rébellion. Toujours utilisant cette souplesse de la peau particulièrement importante dans l'espace en dessous des maxillaires inférieurs, le triangle des maxillaires, venir y insérer assez profondément, ce qui est absolument indolore pour l'animal, soit le pouce, soit l'index ou le majeur, tandis que le dessus du museau sera contrôlé par l'index ou le majeur si le pouce est en dessous, ou par ce pouce dans le cas contraire. Voici des photos extraites de l'ouvrage Le toilettage au bout des gestes. Ici, vous avez la tenue pouce en dessous, index ou majeur au-dessus. Ici, c'est la tenue pouce au-dessus, index ou majeur en dessous. Dans les deux cas, le doigt en dessous entre assez profondément dans le triangle des maxillaires. Ce dernier contrôle est moins sûr et moins efficace que le premier, contrôle par la joue. Mais il offre certains avantages. En toilettage, c'est presque le seul contrôle réellement applicable quand on veut intervenir dans la région du museau. En présentation, en exposition, il permet d'obtenir à la fois un relevé de la nuque et une position ramenée du chanfrein. Ce maintien est le seul efficace avec un animal débutant ou dont le port de tête n'est pas naturellement excellent. Mais il a l'inconvénient d'être beaucoup plus visible et de masquer un peu le museau, si bien que dès que le port de la tête devient naturellement satisfaisant, on lui préférera la première manière. Certaines âmes sensibles s'offusqueront de maintien qu'elles trouveront trop sévère. Mais c'est de l'anthropomorphisme mal placé, c'est bien le cas de le dire, et une méconnaissance de l'éthologie de l'animal. Anthropomorphisme, c'est imaginer que le ressenti éprouvé par l'animal est celui qui serait le nôtre si nous étions à sa place. C'est oublier les différences des caractéristiques morphologiques des tissus cutanés entre nos deux espèces, et la beaucoup plus grande élasticité de celui de l'espèce canine. Méconnaissance de l'éthologie, ce qui inquiète le plus un animal, et notamment un chien, c'est de ne pas ressentir la ferme détermination de son partenaire. Un maintien précis rassure et devient gage de confiance. Au contraire, les tenues imprécises ne manqueront pas d'entraîner inquiétude et donc tentative de rébellion. Comme souvent lorsqu'il s'agit de contrôle, le manque de fermeté et l'indétermination, à rebours des apparences, sont beaucoup plus cruels pour l'animal que leur application justement mesurée. Or, ces contrôles sont absolument nécessaires dans nombre de situations. Il n'y a pas, par exemple, d'autre moyen d'aider un animal à prendre une position académique lors d'une exposition, tout au moins dans une phase d'apprentissage initial, ou pour faciliter nombre d'apprentissages kinesthésiques en éducation, voir le livre et le cours d'éducation réciproque. L'apprentissage kinesthésique, c'est l'apprentissage d'un mouvement par guidage physique, méthode utilisée pour former par exemple les danseuses balinaises, ou par l'éducateur qui appuie doucement sur la croupe d'un chien pour inviter ce dernier à prendre la position assise. Ou encore pour rendre plus aisées plusieurs opérations de toilettage, et notamment toutes celles qui concernent précisément la région de la tête. Si vous ne vous décidez pas à utiliser cette technique, vous ne serez tout simplement jamais en mesure d'exécuter de manière correcte la plupart des brushings de cette région,
et d'obtenir à ce moment la confiance et mieux encore la participation de votre partenaire. Coucher un chien. Il vous sera souvent nécessaire, et quelle que soit votre discipline, de demander à un chien de rester couché sur le flanc, d'un côté ou de l'autre. Aucun chien ne consent à cela sans une certaine préparation. Mais quand un animal accepte cette position plus ou moins facilement, il y montre une confiance envers son partenaire proprement sidérante. Beaucoup d'animaux dans cette situation semblent même comme s'évader d'eux-mêmes et acceptent passivement des mélages difficiles, trimming ou ce que vous voudrez. Expérience personnelle. Un de mes bergers belges particulièrement vifs et préparés pour le ring s'est ainsi laissé recoudre une plaie de plusieurs centimètres en urgence et sans autre anesthésie par un ami vétérinaire, dans un état de confiance absolue et sans montrer le moindre mouvement de défiance. Et si mon ami avait vu ce même chien se déchaîner sur un homme d'attaque? On peut obtenir qu'un chien se couche en commençant par lui masser la nuque. Peu à peu, cette dernière s'allonge, se détend, et l'animal se laisse gentiment basculer sur le côté quand il ne le fait pas de lui-même. Mais cela peut prendre un certain temps, jusqu'à plusieurs semaines pour un débutant difficile. Pratiquement, il nous faudra dans bien des cas prendre des raccourcis. Comment coucher un chien sur le côté? Je décris cette gestuelle dans le livre Éducation réciproque, que je cite à présent. Description générale. À l'exception des très grands modèles et de ceux dont le poids serait excessif, le mieux est de le proposer sur une table. Il y a plusieurs raisons à cela. La première est que la gestuelle que nous allons décrire obligerait, pour être appliquée au sol, le conducteur à commencer par s'y accroupir, ce qui sera souvent sujet de perturbation pour son partenaire. Une autre est le souci de ménager les dos de nos conducteurs. Le chien debout sur la table, on vient saisir avec une main le postérieur opposé au côté où l'on se tient, le bras passant haut et à l'arrière du chien, tandis que l'autre main se saisit de l'antérieur, toujours du côté opposé, le bas de cette main appliqué le plus possible sur l'avant du poitrail. Dans cette position, l'animal est donc assez bien maintenu, pris dans les bras, les extrémités contrôlées par les mains. On applique assez nettement le chien contre sa poitrine, puis on soulève légèrement. On ramène alors un peu les mains vers soi tout en basculant le tronc vers l'avant. Le chien se trouve couché sur la table, maintenu par nos mains et si nécessaire par un contact plus ou moins ferme de la poitrine. La voix bien sûr répète terre, rassurante, apaisante. Le chien, s'il a été correctement préparé par les séquences précédentes, finit très vite par poser sa tête sur la table. On quitte le contact de la poitrine, tout en conservant la tenue des extrémités, que l'on relève légèrement vers le haut, si le chien était tenté de se relever. Bientôt on lâchera l'antérieur, mais il sera sage de venir poser la main gentiment sur la tête, contrôlant plus ou moins celle-ci. Quand le calme est obtenu, on peut lâcher les postérieurs et commencer de promener la main partout sur le corps du chien qui doit rester paisible. C'est seulement à ce moment que l'on peut tenter de quitter le contact de la tête. Mais on reste attentif, la main prête à reprendre sa place si nécessaire. Peu à peu, on touche le chien sur toutes les parties du corps, même avec une certaine vivacité, et l'on conduit à supporter ces contacts avec de plus en plus d'indifférence. Les points à souligner. Le premier est évident. Il faut que le chien se laisse coucher avec la même facilité d'un côté ou de l'autre. Pourtant, au début, cela ne sera pas aussi évident que cela. J'ai déjà dit que les chiens ont un côté plus facile que l'autre, mais cela vaut tout autant pour les conducteurs. Au début, le plus sage sera de recommencer toute la séquence du côté moins facile, exactement comme on a progressé pour le côté facile. Mais peu à peu, la confiance s'installant, on pourra procéder plus simplement en retournant le chien sur le dos. Un autre point dont vous devez absolument vous persuader est celui des étapes à respecter et du temps qu'il faut passer à chaque étape. C'est que la manière dont j'ai décrit la séquence pourrait induire en erreur et laisser croire que le jour même, on va coucher le chien sur le côté, le lâcher et obtenir qu'il ne bouge plus, quoi que nous lui fassions.
Ce n'est absolument pas le cas. Le problème ne provient pas, une fois encore dans l'immense majorité des cas, des chiens, mais de leurs conducteurs. À ces derniers, on ne doit jamais demander plus que ce qu'ils sont en mesure de donner. Supposons qu'un conducteur parvienne à coucher son chien sur le côté en le contrôlant de la poitrine, mais que l'on se rende compte qu'en l'absence de ce contact, le chien bougera. Eh bien, n'en demandons pas plus. Invitons ce couple à conduire la séquence jusqu'à cette étape pendant par exemple une semaine. C'est seulement alors que l'on pourra proposer de perdre le contact de la poitrine. Puis une semaine plus tard, on lâchera l'antérieur, et ainsi de suite. Enfin, il faut bien reconnaître que l'éducation n'est jamais une science exacte, et qu'aucune méthode n'est absolue. Par exemple, certains chiens aux membres puissants et courts, comme c'est le cas pour le West Highland White Terrier ou le Scottish, montrent une facilité particulière à glisser l'antérieur au sol sur le côté pour se relever. Un moyen simple de les empêcher de le faire est, avant de les coucher, d'avoir glissé l'extrémité de cet antérieur dans le collier, que l'on aura un peu allongé si nécessaire. Puis une fois que le conducteur et son partenaire se seront compris, on pourra se passer de cet artifice. Cas des chiens qu'on ne peut mettre sur une table. Il nous faut envisager enfin les situations où le rapport des forces est à ce point en défaveur du conducteur que l'hypothèse de pouvoir travailler sur une table est à oublier, sauf si le chien veut bien y sauter de lui-même, ce qui arrive parfois, mais reste cependant relativement exceptionnel. Il vaut mieux, si le chien reste au sol, procéder différemment. Commencez par demander au chien de se coucher normalement, en sphinx, devant soi, la tête au sol. Puis tout en contrôlant éventuellement avec la laisse, mais ce ne sera pas toujours nécessaire, on montre au chien à l'aide de la main qu'il doit basculer sur le côté. Si nécessaire, on incite encore plus en poussant habilement la tête vers le côté et vers le bas. Si l'on procède avec assez de gentillesse persuasive, le chien finit par comprendre et bascule de lui-même vers la position recherchée. C'est alors, mais seulement alors, que le conducteur peut s'accroupir et commencer les attouchements et les massages déjà décrits. Contention et tour de main. Il est décrit dans les 2 premiers chapitres du livre Le toilettage au bout des gestes un certain nombre d'autres tours de main permettant et facilitant le contrôle, utilisable pour beaucoup de disciplines canines, et que je ne juge donc pas nécessaire de décrire à nouveau ici. Est-ce que nous vous avons tout dit concernant la contention ? Il reste la question des morsures. Nous avons parlé de celle des chats. Dans un prochain entretien, nous aborderons celle des chiens et les manières de les éviter. Merci de votre attention et à bientôt.